Merci à Daniel de m'avoir permis d'être parmi vous. Ça fait effectivement longtemps qu'il insiste et c'est pas facile pour moi parce qu'Investigation est une toute petite équipe. Il y a énormément de travail et c'est difficile à faire survivre, notamment avec la censure, la diabolisation et les rumeurs qu'on fait circuler. Mais donc je suis très content qu'il ait insisté. On pourra parler et approfondir les sujets de façon conviviale. On a une petite équipe de jeunes journalistes qui font un site internet pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Investigation. Je vous propose d'y aller. Je vous propose d'essayer de nous soutenir pour ceux qui en ont les moyens, parce que je voudrais engager des jeunes journalistes. En plus, on en a absolument besoin. J'ai besoin de quelqu'un pour la maison d'édition. Pour l'instant, elle tourne avec juste un stagiaire qui fait ça 10 heures par semaine et pas plus, qui n'est même pas payé. Et bon, ça ne peut pas continuer. On a une série de bons bouquins qui doivent sortir, donc on a vraiment besoin de votre soutien par des dons, par la vente des livres. Et on a besoin d'engager quelqu'un pour la vidéo. On a des petites émissions qui sont en préparation et je vais d'ici 2 semaines, je pense, lancer une émission en live sur Facebook qui sera annoncée tous les mardis midi. Ça va s'appeler Michel Midi, où je vais commenter l'actualité en quelques minutes. Le thème de base, disons, c'est la stratégie du chaos. Ça s'intègre dans quoi? Ça correspond à quelle évolution dans le monde? Et s'agissant de l'OTAN, l'OTAN nous défend contre qui? Contre quoi? En fait, la peur du russe, c'est pas nouveau. C'est un très vieux thème dans la propagande occidentale. Dans la Première Guerre mondiale, alors qu'on était encore en train de se battre contre l'Allemagne parce que c'était l'ennemi de la liberté, disait-on de ce côté-ci, et de l'autre côté on disait exactement le contraire, alors qu'il s'agissait d'acier, de charbon, de cuivre, de caoutchouc. Et cette guerre faisait encore rage, et toutes les puissances occidentales qui se battaient entre elles se sont mises d'accord pour attaquer la Russie, qui venait de déclencher une révolution. Et donc on a eu, à partir de 18 et 19, une invasion du territoire russe par les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, et l'Allemagne, et le Japon. Donc tous les ennemis se sont unis pour attaquer cette jeune révolution. C'est quelque chose qui a fait, avec la famine qui a été provoquée délibérément par les paysans riches alliés de l'Occident, c'est une agression qui a fait 1,5 million de morts. En comparaison, la prise du palais d'hiver pendant la Révolution a fait 6 morts. Et donc, c'est quelque chose aussi qui a eu une énorme influence sur l'encerclement et l'atmosphère et le développement de la société en Russie puis en Union soviétique. Et déjà à ce moment-là, c'était les Russes sont dangereux, ils vont attaquer le monde entier. On a eu la même chose avec la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu, là, on a été obligé de faire l'alliance avec l'Union soviétique, et c'est elle qui a porté tout le poids de la guerre, et c'est elle qui a vaincu Hitler. Mais à peine la guerre antifasciste terminée, les États-Unis lancent des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, alors que le Japon était épuisé et allait se rendre. Et clairement, c'est en fait pour empêcher l'Union soviétique d'avoir un rôle en Asie, et c'est pour essayer de garder le contrôle du continent asiatique et d'empêcher la révolution en Chine, qui vont échouer, en Corée, au Vietnam. Et donc, là aussi, on va directement, à peine les nazis étant vaincus, on va nous lancer dans la peur du rouge, la peur du russe. Et je ne sais pas pour vous, mais dans les années 50, de temps en temps à la maison, il arrivait quelque chose de très spécial. Moi j'étais petit, je comprenais à moitié,
Mais les parents, ils écoutaient la radio, puisqu'il n'y avait pas de télé à ce moment-là, et ils étaient vraiment, on les voyait jamais comme ça. Et après avoir entendu la radio, on fonçait, il n'y avait pas encore des supermarchés, mais on fonçait chez l'épicier, et on stockait du café, de la chicorée, du sucre, du chocolat, et toute une série de choses. Mes parents, comme les vôtres peut-être, avaient stocké toutes sortes de choses pendant la guerre, et donc on nous expliquait que les Russes allaient nous envahir. On a eu cette guerre froide qui a démarré quand on a ouvert un peu les archives, ou quand les anciens de la CIA se sont confiés. Ils ont dit non, nous on n'a jamais cru vraiment que l'Union soviétique allait envahir l'Europe ou les États-Unis. On n'y croyait pas. C'est quelque chose qu'on a dit envers le public pour flanquer la trouille, pour contrôler l'opinion. Donc la question c'est pourquoi ils avaient besoin de ça? Et en fait, pour deux raisons. Un, ils avaient peur qu'avec l'Union soviétique et puis la révolution qui arrivait en Chine et en Asie et tout le mouvement de décolonisation qui se déclenchait avec la conférence de Bandung en 1955 ou 4, je ne sais plus, avec tous les mouvements de décolonisation, ils avaient peur de perdre leur contrôle sur le monde, sur les colonies, sur les matières premières, et donc il fallait absolument contrer l'alternative. Puis il y avait une deuxième raison importante, et cette raison c'était la crise économique et la nécessité de faire tourner la machine de guerre. Parce que, si on revient un petit peu en arrière, la crise de 29 aux États-Unis, qui a eu tant de conséquences, n'a pas vraiment été vaincue par l'économie des États-Unis et même le New Deal de Roosevelt, toutes ces mesures qu'on annonce. L'économie était toujours très stagnante. Et qu'est-ce qui a sauvé l'économie des États-Unis? La guerre. Le fait qu'on a pu faire tourner la machine de production très très fort, et évidemment l'avantage de la production des armements, c'est que comme c'est l'État qui paye, c'est-à-dire les contribuables, on peut y aller, et donc on fait des bénéfices énormes, et donc on a sauvé l'économie des États-Unis grâce à la guerre. Et c'est ça qu'on est arrivé dans cette période des Golden 60s, où en plus il fallait reconstruire ce qu'on avait détruit, et donc l'économie a été relancée artificiellement. Donc, persuadés que les Russes allaient nous envahir, c'était pour aussi doper le complexe militaro-industriel que Eisenhower à la fin de son mandat avait même dénoncé, et pour permettre à l'économie des États-Unis de survivre. Et voilà, et donc ça a marché un certain temps, puis à partir de 65, 70 et 73 certainement, l'économie est retombée en crise avec la chute du taux de profit, et elle était nécessaire pour que l'économie du capitalisme US puisse se sauver. Et maintenant, on a vécu une période très spéciale de 91 à 2013, je vais dire. C'est une période où on a eu une seule superpuissance. Avant, on avait plusieurs puissances à l'ouest, un peu montantes, un peu descendantes, et au fond, la Première Guerre mondiale, c'était pour savoir qui allait dominer le monde. C'était une bataille pour la suprématie mondiale et les avantages économiques que ça permettait. Et on est arrivé dans cette période 91-2013 avec là la chute de l'Union soviétique, la chute du mur, un coup d'arrêt aussi dans les mouvements anticoloniaux. Et donc on est arrivé dans une période très spéciale. Souvenez-vous, on nous a d'ailleurs dit que c'était la fin de l'histoire, le capitalisme avait triomphé, il n'y aurait plus de lutte, c'est plus la peine de résister. Et on est arrivé avec les États-Unis, superpuissance mondiale unique. Et je me souviens du discours de George Bush le père, en agressant l'Irak, il a dit pratiquement, ça c'est la dernière guerre, nous allons construire un nouvel ordre mondial basé sur la paix. Depuis, il n'y a jamais eu autant de guerres. Et ça n'a pas arrêté. Et le nombre de conflits est beaucoup plus grand avec cette suprématie qu'on en avait avant. Voilà, ça c'est un peu le thème introductif, on va dire. Pourquoi avons-nous des guerres aujourd'hui? Comment est-ce qu'on trompe l'opinion publique là-dessus? Quelles sont les rivalités entre les grandes puissances? Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Voilà le genre de thème qu'on peut aborder ce soir. La Première Guerre mondiale est intéressante parce qu'elle est vraiment importante. On peut considérer que les deux guerres mondiales n'en forment qu'une seule. C'est la revanche de la première.
Et donc c'est important de comprendre ce qui est au cœur du problème. Vers 1900, le capitalisme est en crise. Marx avait déjà décrit pendant le 19e des crises régulières, cycliques, à peu près tous les 4 ans, la production reculait puis remontait, mais il y avait un peu une autorégulation, mais là, les crises s'approfondissent et les puissances occidentales ont trouvé comme solution l'impérialisme. Et ça a été bien expliqué par un milliardaire britannique qui s'appelait Cecil Rhodes, qui a d'ailleurs donné son nom au pays en question, qui se rendait dans un meeting ouvrier dans l'East End à Londres vers le début du siècle, du XXe siècle, pardon, et il entend les ouvriers en colère parce que les salaires sont très bas, il y a beaucoup de chômage, ils veulent manger, et je suppose qu'ils s'étaient un peu costumés et déguisés discrètement, mais il rentre là-bas vraiment terrorisé. Il le raconte à son secrétaire et il dit voilà, si on veut éviter une guerre civile, il faut devenir impérialiste. L'impérialisme est une question de ventre et c'est la seule manière, dit-il, d'employer tout cet excédent de classe ouvrière qui sinon va faire une révolution. Et donc, et pour sauver la situation économique, et pour faire une diversion par rapport à cette masse de gens en colère qui protestent contre le capitalisme, et on a eu des émeutes ouvrières en France, en Belgique aussi, 1880-1890, c'est une période vraiment de révolte très très forte. Et donc, la Première Guerre mondiale, c'est pour ça. Savoir qui va s'en sortir de la crise économique en pillant les matières premières, en prenant à l'adversaire le contrôle, comme je le disais, de l'acier, du charbon, du cuivre, du caoutchouc et déjà du pétrole qui commence. Il y avait eu une exploitation aux États-Unis, mais ça n'était pas international. Mais avec l'Iran et le chemin de fer Berlin-Bagdad et la concurrence entre les États-Unis et l'Allemagne, on arrive à cette bataille aussi pour le pétrole. Clémenceau disant d'ailleurs à l'époque, le pétrole sera le sang des batailles de demain. Et donc, cette guerre fait rage, 10 millions de victimes, la jeunesse en France décimée, pour savoir si ce sont les barons anglais ou français ou allemands qui vont dominer le monde et contrôler les colonies et s'enrichir sur les matières premières. La Russie, à ce moment-là, offre une alternative. La Russie a été dirigée par le tsarisme, allié des Anglais et des Français et des Belges, et ensuite, quand il y a eu une révolution, parce que même la bourgeoisie en avait marre de ça, de la féodalité, ils prennent le pouvoir, mais ils veulent continuer la guerre. Et à ce moment-là, Lénine et les bolcheviks, qui étaient minoritaires, avancent comme slogan, comme revendication, le pain et la paix, c'est-à-dire nourrir les gens affamés et arrêter cette guerre où les paysans sont décimés et qui ne leur apportent évidemment rien. Et donc cette revendication-là, le pain et la paix, apparaît tellement dangereuse pour les puissances capitalistes occidentales qu'elles se rassemblent toutes pour attaquer la Russie à ce moment-là. Et donc c'est quelque chose qui va mettre le pays à feu et à sang. J'ai donné un petit résumé de ça dans mon dernier livre, Pourquoi Soral séduit, qui est une analyse de l'histoire du capitalisme en fait. Et vous le trouvez aussi dans un très très bon livre de Jacques Poels, qui est déjà venu ici je pense. Il a fait de très bons livres sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il en a sorti un aussi sur la Première Guerre mondiale, 14-18, une guerre de classe. Il explique ça très très bien. Toutes les guerres ont toujours été économiques. On les prétend religieuses ou pour la démocratie ou maintenant contre le terrorisme. C'est toujours des guerres économiques et stratégiques. On peut prendre n'importe quel exemple. Et la religion sert d'habillage, sert de moyen de mobiliser les troupes en fait.
et de justifier les crimes. Ce qui a changé, c'est que le capitalisme rend la guerre industrielle à une échelle beaucoup plus grave, et donc effectivement 14-18 c'est aussi la première guerre industrielle où l'industrie va produire des armes aussi meurtrières et où on va avoir ce massacre massif. Le point commun de toutes les guerres auxquelles on a assisté depuis 25-30 ans, c'est que ce sont des guerres soit pour les matières premières, soit pour contrôler les positions stratégiques qui permettent d'empêcher des puissances rivales. En fait, pour comprendre pourquoi les États-Unis font la guerre, il faut lire les livres des crapus. Il faut lire les livres de Zbigniew Brzezinski, de Henry Kissinger, de George Friedman et d'une série de gens comme ça, qui expliquent en fait, bien loin des caméras de télévision évidemment, que toutes les guerres sont économiques et que maintenant les États-Unis doivent absolument maintenir leur domination. Dans ce livre qui me semble très important, Le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski explique, Brzezinski a été le conseiller sécurité, en fait le vrai ministre des Affaires étrangères de Carter. C'est lui qui a organisé l'opération Ben Laden en Afghanistan pour renverser le gouvernement afghan progressiste qui avait émancipé les femmes, libéré les paysans et qui développait extrêmement bien le pays. Et donc Brzezinski a envoyé Ben Laden et des dizaines de milliers de terroristes islamistes pour faire des attentats, une politique de terreur. C'était financé par l'Arabie Saoudite, entraîné par la CIA, et donc c'est là qu'on a formé Ben Laden. On est en train maintenant de nous présenter le terrorisme islamiste comme quelque chose de vraiment très dangereux, bien sûr, mais extérieur à nous. C'est un truc des musulmans contre les occidentaux. Il faut savoir que le terrorisme dit islamiste est une fabrication made in USA. Ça, c'est vraiment, ça a été fabriqué parce qu'au lendemain de la guerre du Vietnam, les États-Unis, n'osant plus envoyer leurs troupes au sol pour faire la guerre en Afghanistan, ont utilisé une armée de rechange. C'est-à-dire qu'ils ont formé ces dizaines de milliers de terroristes avec des armements modernes, avec une formation, et même comme ça, face à un gouvernement, une armée qui était faible, mais qui avait un soutien de la population, ça a pris des années et beaucoup de massacres. On est dans toute une série de guerres que les États-Unis fabriquent pour maintenir leur suprématie. Si on regarde la guerre d'Irak, tout le monde a compris maintenant que c'est pour le pétrole. La guerre contre la Yougoslavie, c'était une guerre pour briser la dernière économie d'Europe qui avait encore des aspects socialistes, pour briser une armée forte et indépendante et rompue aux techniques de guérilla qui avait vaincu les nazis par ses propres forces sur le territoire yougoslave en 1943-1944, et pour briser une armée qui refusait de s'intégrer à l'OTAN. La guerre contre la Libye, c'est clairement une guerre bien sûr pour le pétrole, pour voler l'or de la Libye, un pays qui avait toute une réserve et qui n'avait pas de dette, et pour empêcher la Libye de jouer le rôle de financier alternatif pour les pays africains. Ça, je l'explique dans Libye, OTAN et médias mensonges. Kadhafi, en fait, on en pense ce qu'on en voulait, mais d'une part, le niveau de vie de la Libye était le niveau le plus élevé de toute l'Afrique, avec une redistribution de l'argent du pétrole, alors que sous les Britanniques, British Petroleum, la Libye était le pays le plus pauvre d'Afrique, avec un niveau de vie très très élevé, un exemple de l'utilisation de l'argent du pétrole. Et puis surtout, Kadhafi finançait des projets par rapport à la dépendance de l'Afrique par rapport aux multinationales, la Banque mondiale et le FMI. Par exemple, un pays qui produisait du café ne faisait pratiquement pas de bénéfice sur ces cafés parce que la torréfaction et la commercialisation se faisaient à partir de l'Allemagne concrètement et de l'Europe. Et donc ce problème se pose à beaucoup de
de pays en Afrique, de pays producteurs, c'est que les bénéfices sur leurs produits se font dans les pays du Nord. Donc Kadhafi, il allonge 30 millions de dollars, et il dit voilà, construisez votre usine de torréfaction et faites vos bénéfices. Il a fait ce genre de choses 3-4 fois, et ça a été son arrêt de mort. Les États-Unis ont fabriqué le terrorisme dit islamiste, ont fabriqué ce qu'ils appellent le djihadisme, mais c'est un mot impropre, parce que le djihad, pour les musulmans, ça signifie le combat contre l'injustice, et principalement le combat avec soi-même pour être quelqu'un de juste, donc c'est une déformation du concept. Ils l'ont fabriqué avec Ben Laden, je dis, pour l'Afghanistan, et après ils l'ont réutilisé en Bosnie, au Kosovo, dans le Caucase et en Libye. Les groupes que nous on soutient en Libye de l'Est et qui ont déclenché les incidents à Benghazi et qui ont assassiné directement des gens à Benghazi, ces groupes-là, c'est le groupe islamique de combat libyen, c'est-à-dire ce sont des gens revenus d'Afghanistan, c'est la section libyenne d'Al-Qaïda. L'OTAN a fait une alliance en Libye avec Al-Qaïda. Donc, et ça, j'ai des sources de la CIA, j'ai des sources de l'Académie militaire de West Point. Ce sont des choses qui ne sont même pas cachées. Vous pouvez trouver ça sur Internet, etc. Les stratèges des États-Unis ont analysé quelles étaient les conditions pour que les États-Unis puissent garder leur suprématie mondiale. C'est une position qui leur donne énormément d'avantages économiques sur le plan du pétrole, sur le plan de l'armement, sur le plan de reporter leurs dettes sur leurs alliés, et donc il faut absolument qu'ils restent la seule superpuissance, pour une raison bien simple aussi, c'est que les États-Unis ont autodétruit leur tissu industriel. Le phénomène de Trump, que j'ai analysé dans le bouquin Le Monde selon Trump, il doit se comprendre comme ceci. La classe ouvrière aux États-Unis et toute une couche de petits patrons ont été complètement détruits par la stratégie des multinationales. Pourquoi? En fait, la délocalisation, ça a été la tentative pour ces multinationales de survivre. À partir des années 70, les États-Unis, dont l'économie tournait très fort, subissent la concurrence de l'Allemagne, du Japon, bientôt il va y avoir la Corée du Sud, Taïwan, etc. Et donc, leurs profits, les profits de leur société, subissent vraiment une très très forte attaque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bien, on va délocaliser. Par exemple, prenez les jeans, Gap et tout ça, qui sont fabriqués aux États-Unis. On va les transporter de l'autre côté de la frontière du Mexique. On va faire travailler les femmes dans des conditions épouvantables, sans syndicats, avec vraiment un régime de terreur, et les coûts de production vont baisser à 10% de ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est une tactique que les États-Unis font. Ils vont faire la même chose pour leurs équipements électroniques, General Electric, etc. Et puis, face à la montée de Toyota, qui arrive à produire des voitures moins chères et bientôt de même qualité, les États-Unis se disent qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on va délocaliser aussi les industries. Michael Moore a montré ça très très bien dans son film Roger and Me, où il montre comment le patron General Motors, lui, se porte très bien et il a envoyé toute une région au chômage. C'est ces gens-là qui ont voté pour Trump, parce qu'ils ne croient plus aux promesses qu'on leur fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, en rendant leur compagnie nationale plus rentable et plus profitable, c'est-à-dire en exploitant la main-d'œuvre à l'étranger, ont complètement affaibli le tissu industriel à l'intérieur. Donc ils n'ont plus une économie compétitive face à l'Allemagne, au Japon et maintenant face à la Chine, etc. Et donc, pour garder leur suprématie, ils doivent compter sur la guerre pour forcer les États-Unis à échanger les autres pays à échanger le pétrole en dollars et à continuer à commercer avec eux dans des conditions avantageuses pour les États-Unis. Les États-Unis se sont retrouvés devant une situation où ils ont cru qu'ils avaient absolument tout gagné, puisque l'Union soviétique s'était effondrée. Ils ont essayé le coup en Chine aussi, ça n'a pas marché, mais ils prévoyaient qu'elle allait s'effondrer. Et puis l'économie chinoise a commencé à les rattraper,
puis à les dépasser et à les plonger dans une crise économique profonde. Et dans l'époque des années 90, Brzezinski disait « Il faut absolument affaiblir la Russie, profiter que maintenant qu'elle est nulle part pour la détruire. » Et ils l'ont fait, ils ont provoqué une destruction du tissu industriel, de l'appareil industriel en Russie extrêmement fort. Ils ont installé une marionnette alcoolique au pouvoir, et donc tout était fait pour affaiblir la Russie. Brzezinski disait même la Russie, il faudrait la diviser en trois. Et bien entendu, le pétrole et le gaz n'auraient pas été dans la même région que Moscou, bien entendu. Et donc, ils se sont retrouvés avec une Russie affaiblie, et ils ont essayé de la détruire complètement, mais on a eu la réaction de Poutine, la réaction des oligarques qui défendaient leurs intérêts, qui ne voulaient pas se faire avaler par les multinationales US. Et donc, on s'est retrouvé avec une alliance qui a commencé à se former, qui est passée inaperçue au début, c'est l'Organisation pour la coopération de Shanghai. C'est-à-dire que la Russie ont fait une alliance avec quelques petites républiques d'Asie centrale d'abord, contre les problèmes de terrorisme et d'ingérence des États-Unis. Et puis c'est devenu une alliance qui maintenant regroupe pratiquement tous les pays, toutes les puissances de l'Asie. Et donc est arrivé le cauchemar de ce que Kissinger avait prévu, et Brzezinski aussi. Il avait dit qu'il faut absolument éviter qu'il y ait en Asie une alliance Russie, Iran et Chine. Si il y a cette alliance entre les trois puissances, alors l'Asie est perdue pour les États-Unis, disait aussi bien Kissinger que Brzezinski. Et donc Brzezinski avait expliqué dans le livre dont je vous ai parlé que la clé pour garder la domination du monde pour les États-Unis, c'était de contrôler l'Eurasie. Europe, Asie, 60% de la population mondiale, 75% des richesses mondiales produites. C'était très clair que le centre de l'économie s'était déjà déplacé vers l'Asie. Et donc, les États-Unis se sont retrouvés dans une position difficile par rapport à ça. Brzezinski disait qu'il faut attaquer la Russie et la Chine. Kissinger était sur une position plus réaliste en disant essayons d'avoir la Russie de notre côté pour mieux attaquer la Chine. Et Trump, selon moi, c'est cette politique-là aussi, une politique plus réaliste que Hillary Clinton. Trump, c'est quoi? C'est intéressant parce que Trump, c'est d'abord le signal que l'élite qui dirigeait les États-Unis depuis des décennies n'est plus crédible. C'est pas Trump qui a gagné, c'est Hillary Clinton qui a perdu. Elle a continué sa même propagande et ses mêmes trucs, notamment sur la guerre. Et Trump, qui est intelligent à sa manière, a compris ce qu'il fallait dire pour être élu. Il a dit des choses très intéressantes, et on le relève dans le livre au début. Il a dit que les États-Unis avaient eu tort de faire la guerre contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre la Libye. C'est intéressant pour un président des États-Unis. Il a dit que l'OTAN était obsolète. Il a dit que les médias racontaient plein de fake news. Tous ces points-là sont intéressants parce que ça a soulevé des discussions sérieuses et des doutes parmi la population des États-Unis. Ça a soulevé des discussions intéressantes. Après, c'est ce que nous disions dans le livre, parce que tout le monde se disait, mais Trump, alors c'est un bon, il veut arrêter la guerre, il faut le soutenir. Il y a même des gens à gauche qui trouvaient qu'il fallait soutenir Trump. Et là, la réponse qu'on a donnée, c'est il faut distinguer entre ce qu'un candidat président des États-Unis doit dire pour se faire élire, et là Trump a été très malin, entre ce qu'il pense vraiment, et ce qu'il pensait ses promesses, ensuite entre ce que pensent ses différents ministres, parce que le cabinet de Trump a été composé de forces très diverses, qui avaient les uns la stratégie Trump, les autres encore l'ancienne stratégie Brzezinski-Clinton, et puis ce que l'élite
vraiment des États-Unis va lui permettre de faire. Je pense que Trump était sincère dans l'idée de faire ami avec la Russie pour une série de raisons financières et autres, peut-être personnelles aussi. Donc je pense qu'il voulait calmer la guerre froide avec la Russie. Mais est-ce qu'on va le laisser faire? Et donc on a déjà vu des provocations, et je pense que le soi-disant usage des armes chimiques, toute cette campagne-là, est une provocation pour obliger Trump à faire la politique que l'élite profonde des États-Unis veut continuer à faire. Donc, évidemment, comme lui veut garder son poste, il est prêt à toutes les lâchetés, à tous les reniements, mais en même temps, je pense que c'est intéressant ce qui s'est passé avec ces missiles qui ont été envoyés en Syrie. Quand on veut faire du tort, on n'annonce pas à l'avance ce qu'on va frapper, où, etc. Et donc, les dégâts ont été presque rien. Et on a averti Poutine, excusez-moi, fatigué. On a averti Poutine, et donc, je pense que Trump est réaliste. Il est conscient du déclin des États-Unis. Il est conscient que les États-Unis ne peuvent plus faire le gendarme du monde et attaquer tout le monde en même temps comme avant. Et il cherche à faire un deal là-dessus. Et comme un homme d'affaires classique, il commence par faire des menaces extraordinaires. Il a dit aux Européens, par exemple, l'OTAN est obsolète, c'est vieux jeu, je ne vais plus payer. Ah non, panique, panique, panique. Ok, mais alors augmentez votre contribution. Donc, je pense qu'il faut distinguer. Et de toute façon, j'avais écrit dans un livre précédent, le président des États-Unis, c'est pas l'homme le plus puissant du monde. Le président des États-Unis, c'est un employé. Et ce sont des multinationales qui décident qui va être président des États-Unis, ou quels sont les deux qui ont interchangeables en général, qui ont une chance d'être président des États-Unis. Donc le contrôle, il est là. Je pense qu'un président des États-Unis n'est pas un homme comme ça, indépendant, un électron libre, indépendant des multinationales. C'est le business qui est derrière lui, qui est le vrai président. Donc, est-ce qu'eux vont décider qu'il faut quand même une guerre et un affrontement avec la Russie, ou qu'il faut commencer à devenir réaliste et se concentrer sur l'encerclement de la Chine? Voilà. C'est quelque chose qu'on a montré dans la stratégie du chaos. Ce sont des entretiens avec Mohamed Hassan sur la géostratégie mondiale de ce que les États-Unis appellent l'arc islamique, d'où cette illustration un petit peu spectaculaire. Les États-Unis considèrent qu'ils doivent absolument, pour garder le contrôle du monde, garder le contrôle sur l'arc islamique, c'est-à-dire le Maghreb, le Moyen-Orient, ensuite à travers la mer Rouge vers l'océan Indien, aussi bien vers la Corne de l'Afrique, Somalie, Soudan, qui sont des pays stratégiques pour contrôler l'océan Indien, et Afghanistan, Pakistan aussi. Donc c'est tout ça qu'on analyse dans cette région. Et l'océan Indien, c'est une... il y a des cartes là-dedans pour le montrer. C'est la bataille décisive actuellement dans le monde. L'océan Indien, c'est par là que passent les routes maritimes les plus importantes. Ça n'est plus l'Atlantique ou le Pacifique. C'est le commerce avec la Chine, entre la Chine, pardon, le Moyen-Orient, l'Afrique et ses matières premières, et même l'Amérique latine, ça passe par là. Et donc les États-Unis ont une stratégie pour contrôler l'océan Indien et être capable de bloquer les détroits où passe le trafic maritime vers la Chine. C'est une manière de chantage, déjà une manière de chantage pour son approvisionnement en pétrole et en gaz, puisqu'elle n'en a pas assez et que ça passe par là. Et il y a une série de guerres locales qui s'expliquent par le fait de contrôler l'approvisionnement de la Chine. On a publié là un livre de l'excellent professeur Robert Charvin, que vous avez déjà accueilli, je pense. Le livre s'intitule « Faut-il détester la Russie ?» Et ça donne des mécanismes et des exemples de toute cette guerre de propagande pour la guerre froide, pour nous présenter la Russie comme un grand danger. Alors, je crois que sur la Russie, il faut faire une distinction. D'une part, je l'ai dit, à l'intérieur, c'est une oligarchie, avec un écart riche-pauvre très grave. D'autre part, sur le plan international,
la Russie n'est pas une puissance, contrairement à ce que nous dit la propagande médiatique, qui est en train d'envahir et d'agresser ses voisins. C'est la Russie qui est encerclée. À la chute du mur, James Baker, l'envoyé du président Bush, avait dit à Gorbatchev: je vous promets que l'OTAN ne va pas avancer d'un mètre vers la Russie. Le lendemain, ils étaient déjà en train d'installer des bases en Pologne, dans les pays baltes, un bouclier antimissile, et l'encerclement de la Russie, par tous les côtés, n'a absolument pas cessé. Donc, il faut distinguer la politique de Trump et la stratégie de Trump, qui, à mon avis, actuellement, veut éviter ce conflit majeur avec la Russie, des intérêts profonds qui sont derrière lui, et de puissances économiques qui savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne font pas un affrontement avec la Russie et avec la Chine, pas directement militaire, parce que là, ils ont peur, mais pour l'instant, la pression vise à briser l'alliance entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire attaquer un par un. Donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement dangereux, et ce qui est très grave, c'est que on est dans une période dangereuse pour l'humanité, et le mouvement anti-guerre a disparu. Et là, ça revient au problème que je situais, des intellectuels qui se disent de gauche et qui sont d'accord ou pas très opposés chaque fois que les États-Unis et la France font une guerre. Et donc c'est ça qui a démobilisé le mouvement pour la paix, et on en aurait fort besoin. Le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes. Il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe, qui ont servi au décollage du pré-capitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait: c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme. Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les Jésuites, avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire, et au catéchisme, on m'apprenait: les Noirs sont par nature indolents et paresseux. J'ai encore cette phrase qui me trotte dans la tête: les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevés là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être, mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debray qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens: ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça doit être dit clairement, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos: comploteur, antisémiste, conspi, extrême droite éventuellement. Vous avez pu entendre ce que j'ai dit et voir si c'est de l'extrême droite. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, il reste un peu colonial.
Et si on se réfugie dans l'attitude ni, en disant oui, j'aime pas Bush, mais Saddam Hussein quand même non plus, ou j'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser, ben déjà vous voyez le résultat. Il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaqués en rue et tués à cause de la couleur de leur peau. Alors le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL, mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, et parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie, mais regardez les résultats. C'est pas à vous, intellectuels français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeants et lesquels ils veulent mettre à leur place et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas. On ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté, les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apporté en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagistes, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Et on nous dit, oui, mais il y a un dictateur, là, il faut le remplacer. Ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate. Mais si c'est pour remplacer un dictateur qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux, quel est l'avantage pour les populations? Et de toute façon, le problème n'est pas dans la démocratie, parce que les États-Unis ont renversé Patrice Lumumba, Premier ministre congolais élu, qui était en train de libérer son peuple, et l'ont remplacé par le dictateur Mobutu, avec une dictature sanglante et des milliards de fortune à la fin. Les États-Unis, avec la complicité de l'Europe et de la France, ont renversé Allende, président élu au Chili, pour le remplacer par Pinochet. Vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple. Le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de la France, etc., ne sont pas la solution des problèmes, ils en sont la cause. Déjà parce que la misère qui a été installée là-bas, c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leurs richesses. Les dictateurs qui ont été installés là-bas, c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème. Le monde est en guerre, et je crois que le fait que ça n'est pas sur le territoire européen, c'est effectivement un réflexe ethnocentrique, un réflexe colonial, et il faut voir que l'ensemble des guerres que j'ai mentionnées, ce sont simplement les différents chapitres d'une même guerre globale. La guerre à laquelle on assiste maintenant, c'est une guerre du Nord contre le Sud, c'est une guerre pour savoir qui va contrôler les matières premières, qui va décider quels produits on peut développer dans un pays, qui aura du travail, comment la richesse va être distribuée. On est maintenant dans une situation très très grave. On se retrouve avec 8 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. 8 personnes ont autant de richesses que 3,5 milliards de gens. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était des chiffres beaucoup moins... c'était déjà grave, mais c'était des chiffres moins graves, et ça n'arrête pas. Le système qu'on a maintenant, dont la guerre est une méthode de gouvernement fondamentale, ce système est en train de provoquer un écart de richesse énorme. On a 1% qui a de plus en plus, on a 50% qui n'a rien du tout, qui est vraiment dans la survie. Les statistiques officielles montrent qu'il n'y a jamais eu autant de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont faim.
Il y a des progrès qui sont accomplis dans certaines régions, mais il y a pratiquement 1,5 milliard de gens qui n'ont pas à manger ou pas dans des bonnes conditions. Donc on est vraiment dans une sorte de guerre contre l'ensemble du monde, contre l'ensemble des pays du Sud. Les multinationales fonctionnent selon la logique capitaliste du profit maximum, de la concurrence et donc de l'anarchie du développement économique, de tous les moyens nécessaires pour piller les richesses, contrôler les matières premières, contrôler les main-d'œuvre. Et donc, les multinationales ne peuvent pas devenir raisonnables et mener une autre politique. Elles ne peuvent pas, par exemple, dire c'est vrai, on paye mal nos gens, on va augmenter les salaires de 50%, ou il y a une discrimination entre les hommes et les femmes, on va mettre les salaires au même niveau. Elles ne peuvent pas non plus dire, oui c'est vrai, il y a la moitié des gens qui travaillent comme des dingues, qui emportent du boulot à la maison, avec les GSM, les ordinateurs, le travail n'est jamais fini, et pendant ces gens-là, ils prennent des pilules pour tenir contre le stress, et l'autre moitié de la population travailleuse, elle prend des pilules parce qu'elle est au chômage, elle est déprimée et elle n'a pas d'avenir. Donc, il pourrait dire, bon, on va diminuer le temps de travail, puisque ça c'est une solution pour partager. C'est impossible avec la logique des multinationales. Pourquoi? Parce que si une multinationale le fait, les autres vont la bouffer, vont prendre sa place. Donc, on est dans un système où l'écart des richesses, où le pouvoir complet des multinationales et aucune démocratie dans l'économie, c'est la condition pour que ça continue. Donc, je crois que la recherche d'une solution passe vraiment par une réflexion collective pour installer une société qui reprend le pouvoir sur l'économie et qui fait tourner l'économie au service des gens et pas au service d'une petite minorité. Actuellement, les États-Unis sont en train d'essayer de contrôler l'Europe et de annexer l'Europe en fait dans le cadre de l'OTAN. Il y a eu toute une discussion en Europe. Il y avait des gens qui voulaient continuer l'alignement sur les États-Unis, y compris l'achat de leur production militaire. Il y avait des gens au sommet qui voulaient une armée européenne et une industrie de défense européenne. Les États-Unis ont vu le danger, et dans mon livre, je donne toute une série de déclarations de dirigeants des États-Unis qui disent, de stratèges qui disent qu'il faut absolument éviter que l'Europe ait son armée, sa politique de défense et son industrie d'armement trop forte face à nous. Et donc, ils ont fait la guerre en Yougoslavie, en fait, pour empêcher l'Europe de s'unir et pour empêcher l'Europe d'avoir le contrôle du continent européen sur le plan militaire. Et Tony Blair, parlant de l'Europe en 2011, dit « Il ne faut pas se baser sur cette idée que l'Union européenne est nécessaire pour la paix. L'argument pour l'Europe aujourd'hui, c'est la puissance, pas la paix. » Et donc, on a toute une série de dirigeants et de stratèges européens qui développent l'idée que l'Europe devrait échapper à la domination des États-Unis et se lancer elle-même dans une politique agressive pour contrôler sa zone sans les États-Unis. Et donc, quand les États-Unis essayent d'engager l'Europe à les suivre en Syrie, contre l'Iran, ou dans le cas de l'Ukraine aussi, par exemple, c'est justement parce qu'ils veulent garder l'Europe sous leur contrôle. Quand il a déclenché la guerre contre le Kosovo, excusez-moi, Bill Clinton a dit la guerre au Kosovo, c'est une guerre pour savoir quel est le rôle des États-Unis en Europe et pour savoir qu'est-ce que nous allons vendre à qui. C'est une guerre pour savoir si les États-Unis ont toujours un rôle en Europe et vont pouvoir la dominer. De faire une armée européenne indépendante, c'est ça qu'il s'agissait de casser pour les États-Unis. Le commissaire Balt dit à Nuland, vous savez, il y a un peu des journalistes ont commencé à chercher, ils ont trouvé des informations que ces gens qui ont fait le coup d'État de Kiev, là, le coup d'État de Maïdan, il y a des fascistes là-dedans, il y a des pro-nazis, et c'est absolument vrai, ce sont vraiment des nazis racistes anti-juifs acharnés, et il dit à Victoria Nuland, ça va faire des grands problèmes parmi l'Europe et les dirigeants européens si on travaille là-bas avec des nazis. Et la réponse très distinguée de Madame Victoria Nuland est « fuck the EU ».
l'Union européenne, je la baisse. C'est-à-dire, c'est très intéressant ça. Ça veut dire, pourquoi, alors qu'à la télévision, on est les plus grands alliés, les amis du monde, c'est des grands sourires, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? En réalité, chaque grande puissance joue son propre jeu, défend ses intérêts, et la prise de contrôle de l'Ukraine, c'est aussi contre l'Allemagne particulièrement, qui elle avait cherché une solution négociée à Kiev et en Ukraine. Pourquoi? Si vous regardez la carte, vous voyez, la zone naturelle de l'Allemagne, c'est vers l'Est, le partenaire naturel de l'Allemagne, c'est la Russie. Et donc, Kissinger et Brzezinski avaient déjà expliqué ça très très bien dans les années 90. Il faut absolument, pour contrôler l'Eurasie, il faut empêcher une alliance entre la Russie et la Chine, oui, mais aussi une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Il faut absolument garder l'Allemagne sous le contrôle des États-Unis, qu'elle n'ait pas d'armée indépendante, qu'elle n'ait pas une diplomatie indépendante. Et donc c'est à ça que pense cette dame si distinguée quand elle dit « fuck the EU », c'est vraiment dans l'idée, on est ici en fait contre les Européens. Et ça c'est une dimension importante de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Jamais on a eu autant de pays producteurs d'armes, ça devient chic et ça se fait sans aucune honte. Effectivement, l'industrie de l'armement, c'est un moteur important des profits des multinationales. Et on n'arrête pas de nous dire que les pays de l'OTAN doivent augmenter leur budget militaire et dépenser 2% de leur PIB. C'est énorme pour la guerre. 2%. Alors on est dans une situation où il n'y a pas de travail pour les jeunes, où il y a des gros problèmes d'enseignement, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'éducateurs, il y a des gros problèmes de santé, la retraite des vieux connaît des problèmes qu'on exagère et qu'on amplifie, mais voilà, et on a toute une série d'infrastructures qui se déglinguent, et on va aller gaspiller de l'argent à acheter des missiles, à fabriquer des porte-avions et des drones, etc. Donc, on est dans, effectivement, le développement du complexe militaro-industriel avec des liens extrêmement étroits entre les firmes d'armement et le monde politique et des financements très importants. On a même une collaboration poussée. Il y a quelques jours, j'animais à Bruxelles un débat sur BDS, comment être solidaire des Palestiniens, et sur la collaboration entre l'Union européenne avec l'industrie de l'armement en Israël. Ça, c'est un point très très important pour tous ceux qui militent pour les droits des Palestiniens, pour la fin du colonialisme et de l'apartheid. C'est un point très important de faire savoir que l'Union européenne finance la production des drones qui massacrent à Gaza, finance la production des armements et des balles qui massacrent à Gaza, coopère avec la police qui pratique la torture des prisonniers palestiniens. Il y a des programmes de collaboration entre universités avec ça et des échanges d'informations, puisque bien entendu les Palestiniens sont des terroristes et donc on apprend du savoir-faire israélien. Ça, ce sont des... Et donc Israël est complètement intégré maintenant comme une sorte de partenaire officieux de l'OTAN, comme un privilégié des relations avec l'Union européenne, et c'est pourquoi je pense qu'il est très très important de développer le boycott par rapport à ça. On présente l'industrie de l'armement comme un atout de notre économie et qu'il faut le développer. Ça veut dire qu'il faut fabriquer plus d'armes. Fabriquer plus d'armes, ça veut dire qu'il faut les utiliser, ça veut dire qu'il faut tuer des gens. Comment est-ce que c'est possible alors que les gens qui sont dans la rue ne sont pas des monstres quand même? Si on leur dit vos impôts servent à fabriquer les armes qui ont tué cette maman palestinienne ou ce petit garçon afghan ou ce vieillard libyen, les gens ne sont pas des monstres, ils vont dire ça je ne veux pas. Donc la question c'est comment c'est possible qu'on en arrive à ça? Je pense que c'est lié à deux phénomènes. Un, la déshumanisation des victimes. Les gens que nos armes tuent ne sont pas des êtres humains. On ne les présente pas, on ne les montre pas, on les cache. On prétend
que nous visons seulement des militaires, des terroristes, des gens méchants, et il y a l'information cache les victimes. C'est quelque chose que Chomsky et Herman avaient très très bien montré dans leur très beau livre Manufacturing Consent, qui a été un point de départ dans mon travail sur les médias mensonges, un livre paru en 88, et on a le plaisir d'avoir dans la salle parmi nous le traducteur véritable de ce livre que les éditions ABC Action vont rééditer à partir de juin. Dans les années prochaines, c'est nous qui allons distribuer ce livre, une bonne traduction enfin établie. Herman et Chomsky avaient développé ce concept good victims and bad victims, les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et une bonne victime, c'est quelqu'un qui tombe sous les balles ou les coups des méchants que nous combattons, victimes réelles ou victimes imaginaires déformées. Et ça, c'est les bonnes victimes. On va les présenter, on va les montrer de façon humaine, on va raconter leur vie. Évidemment, il y aura des belles photos, etc. Et là, on va toucher les gens. Et donc, s'il y a des attentats en Europe, et c'est horrible, là, on va en parler beaucoup. Le fait que les mêmes attentats se sont déroulés depuis des années, 100 fois plus, dans une série de pays arabes, ça n'a jamais fait la une. Et c'est ça l'hypocrisie que j'ai essayé de dénoncer, mais ça m'a coûté très cher, dans Je suis ou je ne suis pas Charlie. Les attentats sont monstrueux partout, en France, en Belgique, en Syrie, en Irak, partout. Et donc, c'est ça qu'il faut analyser. Les victimes du Sud sont déshumanisées. On ne les verra pas, elles sont anonymes, et donc on a un vrai problème pour arriver à ce que ces victimes aient justement un visage et une existence. Les Palestiniens aussi sont, à de très rares exceptions près, jamais présentés pour montrer à l'opinion publique française ce que font leurs alliés, ce que font les armes qu'on leur vend. Donc je crois qu'on a une bataille pour l'information extrêmement importante. C'était une période de grande revendication et où il y avait un mouvement ouvrier assez fort. On l'a encore vu en mai 68. Et donc, face à ces contrepoids de l'Union soviétique, du mouvement ouvrier, des partis communistes, il fallait redistribuer des richesses pour calmer les gens, pour empêcher une révolution dans le Nord. Maintenant qu'on a détruit l'Union soviétique, qu'on a détruit une série de pays anticoloniaux et qu'on a intensifié le pillage du pétrole, du gaz et toute une série de matières premières, on se retrouve sans frein, sans contrepoids. Et en fait, le capitalisme, même dans le Nord, montre comment il est. Parce que on détruit la sécurité sociale, on s'attaque aux retraites, on transforme tout le monde du travail en une série de jobs précaires, flexibles, sans statut. Je veux dire, chercher un emploi maintenant, c'est pas du tout la même chose que quand nous étions jeunes. Et donc, on profite, le système profite justement du fait qu'il n'y a pas un contrepoids ou une alternative dans laquelle les gens croient pour vraiment se déchaîner effectivement contre la génération actuelle qui est au travail ou qui devrait être au travail. Et donc l'exploitation est poussée, je suis d'accord avec vous, il y a toute une série de pays du Nord qui deviennent des pays du Sud. Regardez la Grèce, regardez des retraités qui doivent vivre avec 300, 200, 150 euros par mois. Et pendant ce temps-là, on pousse la Grèce encore à dépenser 2 milliards pour moderniser ses chasseurs de combat. L'Allemagne leur a vendu 5 ou 6 milliards, je crois, d'équipements, alors qu'ils étaient déjà en pleine crise. Donc, effectivement, on est en train de presser le citron, y compris dans le Nord. Ce qu'on appelait le modèle allemand a été complètement détruit et remplacé par un modèle où les gens travaillent pour 5 euros de l'heure et parfois même 1 euro de l'heure. Donc on a effectivement 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté en Allemagne. Les réformes du monde du travail avec Valls, avec Macron, c'est pour fabriquer ça.
c'est-à-dire des gens qui vont finalement payer pour travailler. La bataille entre les multinationales se gagne en licenciant le maximum de gens et en faisant travailler ceux qui restent pour les salaires les plus bas possibles dans les conditions les plus horribles, c'est-à-dire aussi, là, il faut être clair, hein, la semaine de travail, elle n'arrête pas de se rallonger. Hein. On revient à ce que Marx dénonçait, les capitalistes qui essayent tout le temps d'allonger la durée du travail pour exploiter encore plus. Toute la stratégie de l'élite qui nous gouverne, c'est de dresser les pauvres d'ici contre les pauvres de là-bas. Et donc de faire croire que les immigrés viennent voler le pain des Français, de faire croire que les musulmans vont installer la charia et que la France ne sera plus la France, et donc de flanquer la trouille. On est en fait dans la société de la peur, c'est ultra important, d'où les préjugés racistes, d'où l'islamophobie, d'où la propagande sur le terrorisme en refusant d'analyser les causes et en voyant uniquement les conséquences pour s'en servir pour flanquer la trouille aux gens. Et donc, oui, on est dans... il n'y a pas 36 façons. Quand ils sont de plus en plus inhumains, de plus en plus exploiteurs, il faut que les pauvres se battent entre eux. C'est la seule manière qu'ils ont de s'en sortir. Je pense que Poutine, au départ, et les oligarques, ils ne rêvaient que d'une chose, c'est d'être admis dans le club des grandes puissances capitalistes occidentales. Ils voulaient devenir les amis de Washington, et de Paris et de Londres. Mais on leur a dit non, même si vous devenez capitaliste, vous êtes encore nos ennemis. Et ça, c'est la logique de la bataille capitaliste. Hein. Il n'y a pas d'amis dans le monde capitaliste. Hein. C'est la bataille de tout le monde contre tout le monde. Et si on peut piquer des parts de marché, si on peut voler des usines, si on peut attraper des matières premières, on va le faire tout le temps. Donc la Russie est devenue une proie pour eux, comme l'était l'Europe de l'Est. Et à un moment donné, la Russie a décidé de se défendre. On vit maintenant en France un climat de terrorisme idéologique et intellectuel très grave. On n'a plus le droit de poser des questions. Faut-il, peut-on faire la guerre contre tel ou tel pays? On n'a plus le droit de poser cette question. On devient automatiquement un ami des dictateurs, peut-être même financé par les dictateurs en question. Et le débat est mort. On n'a plus le droit de dire, peut-être qu'avec la Russie, ça n'est pas une politique de confrontation, de sanctions et d'encerclement militaire qu'il faudrait mener, mais une politique de négociation, de diplomatie, de tentative de réduction des armes nucléaires qui font peser un degré énorme sur l'humanité. On n'a plus le droit de dire ça en France quand on est de gauche, parce qu'on se fait automatiquement traiter d'agent de Poutine. Il y a des gens qui vous collent des étiquettes, mais qui refusent le débat et la discussion. Or, si on se trompe tellement, si on est vraiment tellement dans l'erreur, ça ne devrait pas être très compliqué de le montrer. Donc pourquoi est-ce que les gens qui diabolisent, qui calomnient, qui prétendent détenir la vérité sur la géopolitique internationale, pourquoi est-ce qu'ils refusent le débat? Il y a un climat de terrorisme intellectuel qui consiste à débattre seulement avec ceux avec qui on est d'accord. C'est quand même du choc des idées, de la discussion qu'on peut apprendre l'un de l'autre et que l'on peut mieux arriver à comprendre et à cerner les problèmes et à échanger des informations. Donc je crois que l'industrie de la peur, qui est un mécanisme important du système capitaliste occidental pour empêcher les gens de trop réfléchir et pour faire en sorte qu'ils appuient sur la bonne case dans les bulletins de vote et qu'ils soutiennent les guerres, l'industrie de la peur, malheureusement, a des séquelles aussi dans le mouvement intellectuel et le mouvement qui se veut de gauche en France. Si on commence à examiner les faits et à tout vérifier, ils vont bien voir que ça ne tient pas à ce qu'ils ont raconté, que les guerres ne sont pas humanitaires, les guerres sont économiques. Je ne suis pas pessimiste. Et je ne suis pas venu ici pour vous donner des cauchemars et perturber votre nuit. Je pense que s'il y a une telle industrie du mensonge, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Je pense qu'ils savent que la majorité des citoyens ne croient plus tellement à la télé, se méfient des médias. La peur
économique et sociale, fait en sorte de bloquer la liberté citoyenne, la liberté de discussion, oui, et pousse les gens au chacun pour soi. On doit essayer de montrer aux gens que la guerre n'est pas la solution et qu'elle ne fera qu'aggraver leurs problèmes, que la guerre n'est pas une guerre pour défendre les populations contre un danger extérieur, mais est une guerre pour défendre les profits du 1%. Et que c'est nous qui payons la guerre, c'est nous qui payons ses conséquences avec les attentats, avec l'émigration, avec la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, qui est évidemment la devise numéro 1 du capitalisme. En faisant tout ça, ils sont obligés d'accumuler les mensonges. Je veux dire, dans les années 50, 60, 70, il y avait encore un certain ciment social, il y avait encore une certaine croyance. La majorité de la population croyait vraiment que les ministres allaient améliorer leur situation. Une grande méfiance par rapport à la corruption qui règne dans le monde économique et dans le monde politique. Ce sont des phénomènes qui peuvent déboucher soit sur une solution fasciste, soit sur une révolution populaire. Et donc, c'est important de mener la bataille des idées, et la bataille des idées, pour moi, c'est en premier la bataille de l'info. J'ai essayé dans le livre Israël, parlons-en, où j'essaie de donner des conseils aux gens pour la discussion probablement la plus difficile à mener à l'époque actuelle. Et j'indique un peu une stratégie quand on veut discuter avec des gens qui ne sont pas de la même opinion, qui se méfient, qui sont calés sur leurs idées. Je crois qu'il faut être capable de discuter à partir des faits et essayer de rendre la discussion la plus rationnelle possible, de ne pas discuter émotion contre émotion, oui mais les étrangers, oui mais les musulmans, oui mais les Palestiniens, mais de vérifier ensemble les faits. Il faut pouvoir maîtriser les dossiers importants comme la Palestine, le Moyen-Orient, le Venezuela, l'Ukraine, etc. Pas en lisant des bibliothèques, c'est impossible à chacun de faire ça, mais en essayant de trouver l'essentiel pour pouvoir faire des discussions concrètes avec les gens autour de soi. Eux, ils ont l'argent, ils ont évidemment des experts en mensonges, mais nous sommes les plus nombreux et nous sommes sur le terrain à pouvoir discuter avec les gens et ça, ils ne peuvent pas faire. La bataille est possible parce que les gens sont en train de se rendre compte que ce système ne marche pas, ne fonctionne pas, que ça ne peut pas continuer, qu'il faut chercher autre chose. Vous avez des gens qui sont en train de chercher dans l'économie partagée, dans la solidarité, dans les actions plus écologiques, qui se rendent compte qu'on ne peut pas continuer à gaspiller, à polluer, à se tourner les uns contre les autres. Même dans cette société extrêmement stressante et agressive, on voit la volonté des gens de chercher un meilleur monde et je pense vraiment que c'est possible. Merci.